Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'Association parlementaire européenne. Ce soir, nous parlerons d'une initiative participative inédite qui vise à mobiliser les jeunes citoyens avant les élections européennes. Il s'agit du projet Your Hope, lancé le 9 mai 2023 par les Jeunes Européens fédéralistes et Make.org, avec le soutien du Parlement européen et d'une vaste coalition d'acteurs. Pour en discuter à mes côtés ce soir, Gwendoline Delbos-Corfield, députée européenne française, membre du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne. Elle est membre de l'Association parlementaire européenne et elle a joué un rôle fondamental dans l'organisation de l'événement de ce soir. Donc, merci beaucoup, bonsoir et bienvenue à l'Association parlementaire européenne. Également avec nous, Sylvie Guillaume, députée européenne française, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. Bonsoir et bienvenue Madame Guillaume. Bonsoir également et bienvenue Christelle Saval, présidente des Jeunes Européens fédéralistes, une organisation qui rassemble 37 sections nationales autour d'un seul objectif, à savoir la promotion d'une Europe fédérale et démocratique. Et enfin, bonsoir et bienvenue Jules Kuhn, un Alsacien parmi nous. Il est responsable des affaires publiques chez Make.org, une entreprise française indépendante dont la mission est de mobiliser les citoyens pour transformer positivement la société. Ceci étant dit, commençons par une présentation du projet Your Hope. Christelle Saval, en mai dernier, le projet Your Hope a été lancé, je cite, avec l'ambition de remplacer l'agenda de la peur et de la division par un agenda de l'espoir. Comment avez-vous poursuivi cet objectif ambitieux et quels sont les principaux résultats de votre initiative ? Merci tout d'abord de nous accueillir ce soir, c'est vraiment un plaisir. Merci encore pour avoir tout organisé, Madame Delbos-Corfield. On est parti d'un constat qui est quels sont les sentiments que vous avez envers le futur. Donc on va en prendre dans la salle. Quel est le sentiment que vous inspire le futur ? J'en prends 4. Allez-y. Inquiétude. Oui, mais un sentiment. Je suis d'accord. Mais quel sentiment ça vous inspire ? Voilà. Ah, j'en veux encore 2. Oui. Voilà, c'était bien. Voilà. Donc en fait, on est parti de l'Eurobaromètre qui explique que les sentiments des Européens vers le futur sont assez négatifs. Il y a la peur, il y a le sentiment d'impuissance, la frustration. Mais il y a un sentiment positif et c'est l'espoir. Donc on a voulu mettre l'espoir au cœur de l'Europe, donc Hope in Europe, Your Hope. Donc on est parti de ce constat-là et on a commencé l'aventure avec Make.org et l'idée c'était vraiment d'organiser cette campagne autour d'une coalition d'acteurs. On ne voulait pas y aller tout seul, on voulait vraiment garantir une véritable coalition d'acteurs autour de notre campagne. Donc on a de la société civile, vous pouvez le voir sur l'écran, on a des entreprises, on a un peu de tout et c'était très important pour nous de montrer que toute la société et pas seulement la société civile est focalisée sur les élections européennes et d'emmener les jeunes. Donc on est parti en 3 étapes. La première étape de la campagne, c'était une consultation. Donc on a lancé au Parlement européen le 9 mai 2023 et on a fait la consultation jusqu'en septembre. Et la consultation, c'était quelles sont vos idées pour l'Europe de demain. Donc l'idée, c'était améliorer et il n'y avait pas de sujet prédéterminé. On pouvait choisir ce qu'on voulait sur la plateforme. Et on a reçu plus de 5000 propositions, 1,5 million voix sur la plateforme. Et donc, ce qui prouve que les jeunes sont intéressés par la politique, sont intéressés par l'avenir de l'Europe. Et il y avait plein d'idées pour cet avenir que j'espère être radieux. Donc sur ces propositions, on les a groupées et Jules reviendra sur comment. Et ça nous a donné l'agenda de l'espoir. L'agenda de l'espoir, c'est 15 propositions des jeunes pour une Europe meilleure. Et c'est des propositions sur lesquelles il y a consensus. C'est-à-dire qu'il y a plus de 65% de voix pour.
Et donc on retrouve beaucoup de propositions sur le climat. Donc on en assiste, donc on voit la crise climatique dont on a parlé au début. Ça c'était assez attendu. On voit aussi beaucoup sur la qualité de vie, sur l'éducation, sur la santé, sur la lutte contre le chômage des jeunes, qui sont des préoccupations évidemment très claires des jeunes. Et donc on a un peu de tout, mais je pense que c'est important de voir que certaines propositions sont faciles à mettre en place et d'autres sont beaucoup plus difficiles. Et on a voulu donner corps à ces propositions. Donc avec la société civile, la JEF Europe a écrit une page sur chacune des 15 propositions pour expliquer quelles sont les étapes pour arriver à mettre en place ces propositions et à changer l'Europe comme le veulent les jeunes. Donc certaines demandent juste un peu de mieux, genre mieux appliquer les choses, mieux mettre en place, mieux collaborer, coopérer au niveau européen. Et certaines demandent des gros changements, soit des nouvelles lois au niveau européen, soit un changement des traités, parce que ce sont des choses qui sont pas possibles au niveau européen actuellement en l'état des lieux. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un peu de tout. Et ce qu'on a voulu, c'était faire mieux que la conférence sur le futur de l'Europe. On a voulu être plus ouvert, plus facile d'accès et bien sûr, le public premier, c'était les jeunes. Et donc, après cette phase d'écriture, on a aussi rencontré les partis politiques, les secrétaires généraux de chacun, chaque secrétaire général de parti politique. On a voulu enclencher ce dialogue entre les positions des jeunes et ceux qui vont nous représenter à partir des élections européennes. Et on a eu beaucoup de retours positifs. Et on a aussi les réponses des partis politiques qui vont être sur la plateforme que Jules va nous expliquer. C'était vraiment important pour nous de faire dialoguer les citoyens, donc les jeunes citoyens, la société civile, mais aussi les partis politiques qui vont mettre en place les politiques et décider de la marche à suivre pour les 5 prochaines années. Et maintenant, on est dans la troisième phase. Et la troisième phase, c'est la campagne pour les élections européennes. On a choisi de faire la consultation très tôt pour pouvoir s'emparer des sujets et les mettre dans la conversation maintenant. Donc l'idée, c'était pas d'avoir une consultation qui s'achève un mois avant les élections européennes, parce qu'on peut rien en faire. Et là, nos sections à travers l'Europe, donc dans l'Union européenne, s'emparent de ces sujets et incitent les jeunes citoyens à voter pour changer les choses, parce que l'espoir, c'est un espoir actif. C'est pas rester sur son canapé en espérant que les choses vont s'améliorer, c'est se lever et changer les choses ensemble. Merci Christelle. Mobiliser et faire participer les citoyens aux élections européennes constitue depuis toujours un défi majeur. Jules Kuhn, quels outils innovants Make.org a mis en place dans le cadre de ce projet pour stimuler un dialogue entre jeunes citoyens de provenance, de formation et d'orientation politique différentes? Bonsoir, merci beaucoup pour la question. Bonsoir à toutes et à tous. Très rapidement, donc sur Make.org, donc nous sommes un acteur de la démocratie participative. Les micros, il faut les garder plus proches. Eh ben, ça sera parfait comme ça. Si vous m'entendez mieux, c'est pas mieux ? Vas-y carrément. De quoi ? Vas-y carrément. Colle-le. Je le colle. Ben voilà, c'est parfait. Donc pour me répéter, bonsoir à toutes et à tous, et encore un grand merci à l'Association parlementaire européenne pour l'invitation et l'organisation de cet échange, justement sur la campagne Your Hope. Donc très rapidement, donc sur Make.org, donc nous sommes un acteur européen de la démocratie participative créé il y a 8 ans, basé d'abord à Paris, mais nous avons également des bureaux à Bruxelles et à Berlin. Donc pourquoi un acteur européen de la démocratie participative ? Donc on a lancé de grandes consultations citoyennes à différentes échelles, à l'échelle locale par exemple à Strasbourg sur la sobriété énergétique, au niveau national en France et en Allemagne, mais acteur européen de la participation citoyenne, parce que dès la conférence sur l'avenir de l'Europe, on avait mené beaucoup de consultations en parallèle de la plateforme qui a été mise en place par les institutions. Et pour les élections de 2024, très rapidement, on s'est associé avec les JEF Europe avec l'objectif de créer un véritable dialogue inédit avec les jeunes des 27 pays de l'Union européenne. L'outil qu'on a mis en place et qu'on a mis en place spécialement
pour YouHope, c'est une plateforme de consultation multilingue qui était accessible dans les 27 États membres de l'Union européenne et dans 22 langues de l'Union européenne. Donc un peu comme au niveau de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui était en multilingue dans les différentes langues de l'Union européenne. Ici, ce qui était totalement différent, c'est la simplicité d'utilisation pour permettre un maximum de jeunes de participer. Et Christelle a rappelé les chiffres, il y a eu plus de 5000 propositions et également 1,5 million de votes sur ces 5000 propositions. Il n'y avait pas de thématique prédéfinie. La grande question, c'était quelles sont vos idées pour que l'Europe puisse faire face aux défis et aux changements, aux enjeux de demain. Et on invitait donc les participants à d'abord voter et réagir sur les propositions d'autres participants. Et donc c'était du multilingue avec une traduction en instantané qui permettait à un jeune Français de voter et réagir sur une proposition d'un jeune Hongrois, d'un jeune Polonais, d'un jeune Danois, d'un jeune Allemand, le tout dans sa langue, et de faire aussi sa propre proposition. Donc c'était en ligne depuis le 9 mai 2023. On avait d'ailleurs lancé au Parlement européen et je crois Madame la députée Delbos Corfield aussi même présente au niveau du lancement avec d'autres députés également. Et ce que ça a vraiment permis d'avoir, donc c'est cette participation massive. Et je vais même insister sur les 5000 propositions. Les 5000 propositions, elles devaient être très courtes, en 140 caractères. Et quand on les compile, ces 5000 propositions, c'est l'équivalent d'un roman de 300 pages. Donc on a analysé ces 300 pages, notamment via les différentes thématiques, les propositions, les sujets qui ont été abordés. Et ça nous a permis donc d'avoir donc ces 7 thématiques, et au sein de ces 7 thématiques, 15 idées, et une idée correspond à donc certaines des milliers, d'autres juste des centaines de propositions qui ont été plébiscitées et qui vont dans ce sens. Donc l'innovation technologique de la plateforme en tant que telle a permis une innovation démocratique au sens où on a réellement eu un dialogue du 9 mai 2023 au 9 septembre via la plateforme, et depuis on a présenté largement les résultats à travers de nombreux événements, puisque ça c'était une partie, c'était une consultation en ligne. On a également fait vivre la consultation avec les différents partenaires que vous avez vus précédemment, plus de 50 organisations au sein de leur réseau, à travers différents événements jusqu'aux élections, et on a encore de très nombreux événements pour diffuser les résultats et pour rester justement sur l'outil innovant qu'on a également mis en place. Je vais m'attarder très rapidement sur ce QR code, et donc vous pouvez aller sur youhub.org qui permet d'avoir l'agenda citoyen, les 15 idées qu'on projetait tout à l'heure dans les 22 langues de la consultation, et très prochainement, dans moins d'un mois, il y aura également les réactions des partis politiques européens sur ces 15 idées qui permettront aux participants, aux citoyens, de s'informer sur les solutions proposées par les partis politiques en lien avec les priorités des jeunes Européens. Merci beaucoup Jules Kuhn et Christelle Saval pour cette présentation du projet YouHope. Gwendoline Delbos Corfield, comment jugez-vous les résultats de cette initiative et les demandes qui ont été formulées, aussi par rapport à ce que le Parlement européen a déjà fait au cours de cette législature? Alors, je juge les résultats assez impressionnants. Ça, je crois que c'est la première chose importante à dire. Quand effectivement le projet a été lancé il y a 1 an et demi ou quelque chose comme ça, j'avais trouvé que l'idée était très bonne, mais je pense qu'on s'attendait pas, même de votre côté à vous, organisateurs, à une participation pareille. Et pour la fédéraliste que je suis, mais tout simplement pour la députée européenne pro-Europe et convaincue que l'Europe est une partie de la solution aux problèmes de demain, on a été beaucoup de députés européens impliqués, motivés et convaincus que la conférence sur le futur de l'Union européenne devait avoir lieu. Mais c'est vrai qu'on a aussi été évidemment un petit peu déçus par la participation. C'était une première étape, il faudra que ça se renouvelle. Je crois qu'on a tous au Parlement insisté sur le fait qu'on avait beaucoup apprécié ce travail et qu'on espérait que la Commission le reproduise, peut-être à des plus petites échelles, sur des sujets précis à un moment ou à un autre, mais qu'elle continue ce travail-là d'impliquer plus les citoyens. Mais le fait est
que la participation a été petite, et notamment, alors il y a les gens qui étaient engagés vraiment dans le processus de discussion. Bon, ça c'était un engagement lourd. Et les gens se sont engagés de manière forte et de manière intéressante, mais il y avait aussi tout un côté Internet où on pouvait aller s'interroger, faire des propositions, poser des questions, etc. Et ça, il y a eu très peu de participation. Alors quand on voit ici le nombre, 1 500 000, c'est pas tout à fait les mêmes chiffres, et c'est très encourageant. Alors le protocole de la commission était extrêmement lourd, comme souvent c'est le cas dans ces... Voilà. Donc il faut trouver des protocoles plus légers qui ne décrédibilisent pas le processus, parce qu'évidemment il y a toujours cette inquiétude de l'institution. Toutes les institutions, les collectivités sont pareilles quand elles font de la démocratie participative. C'est toujours mais si on parlait à la place d'un autre, mais si on usurpait une identité, mais si. Donc il faut qu'il y ait de la crédibilité du processus, mais il faut qu'il y ait aussi une légèreté du processus qui permet d'eux, et puis il faut qu'on sache s'adresser aussi aux jeunes, parce que là, en plus, c'est 1 500 000 seulement de gens qui ont entre 15 et 34 ans, dont on nous explique régulièrement qu'évidemment, ils sont jamais intéressés par l'Europe, d'ailleurs, ils sont pas intéressés par le débat tout court, d'ailleurs, ils sont pas intéressés par un projet de société, enfin voilà, je veux dire, il y a quand même aussi une espèce de désaffection des partis à l'égard de la jeunesse, que vraiment, ils seraient pas intéressés par tous ces sujets-là au niveau national comme au niveau européen, qui est ici la preuve que ça n'est pas le cas. Je pense que ça, c'est la première chose à noter, et c'est très encourageant. Et encore une fois, il y a une autre étape maintenant, c'est que c'est vrai que depuis que vous avez sorti ça, il n'y a quand même pas eu beaucoup d'intérêt des partis, des groupes au Parlement, du Parlement lui-même. Donc, je suis encore un peu une fois déçue de ça. Donc, j'espère que, voilà, on va commencer à voir l'intérêt de ce travail qui a été fait, qui est assez extraordinaire, qui devrait être pointé du doigt. Et il n'y a aucun groupe. Voilà, vous avez été voir les secrétaires généraux des partis, mais dans les partis, on n'en a pas entendu parler. Donc, voilà, c'est un peu, ça redescend pas. Donc, encore une fois, la bulle bruxelloise n'a pas tout compris. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, que je voulais dire, c'est que je pense que les résultats, ils reflètent quand même aussi la période, c'est-à-dire que quand il y a ces questions de transparence et de conduite des public officials, il se trouve que ça a été lancé pile poil au moment du Qatargate. On voit qu'il y a une proposition, la proposition 13 sur la santé, qui est une proposition qu'on entend de plus en plus aussi par ailleurs, par les États eux-mêmes, par les associations et par les citoyens parfois. Donc on sent bien que le Covid a réveillé le fait que il serait temps peut-être que la santé devienne une compétence européenne, et c'est une discussion en cours. Donc ça reflète aussi un peu le moment. Voilà, la question de la justice européenne, la participation des citoyens, c'est intéressant parce que effectivement il y a eu cette conférence sur le futur de l'Europe qui a été un peu décevante, et voilà, donc ça c'est. Et puis c'est un programme très écolo, donc ça je trouve que c'est intéressant parce que les gens ont bien compris que d'abord l'Union européenne c'est quand même le lieu aussi où on pense les plans climat, où on pense le défi du changement climatique, et qu'il y a un soutien de ça, parce que là on n'est pas sur des choses on est sur des choses qui sont consensuelles, sur les propositions qui sont consensuelles, et quand on voit qu'il y a encore l'idée de la protection de la biodiversité, qu'il y a encore l'idée de recyclage, etc., on sent que là il y a un soutien à ça. Et ce que je voudrais finir par dire sur les choses en général, c'est qu'il y a plusieurs propositions qui sont institutionnelles et d'intérêt pour les institutions elles-mêmes. Donc quand on nous dit que les gens y comprennent les institutions, qui s'y intéressent pas, et que quand on parle d'institutions comme moi, on parle à personne, eh bien, la preuve étant que non, puisque d'eux-mêmes, les jeunes ont fait des propositions sur les institutions elles-mêmes. On n'a pas besoin de comprendre tout à comment fonctionnent les institutions pour savoir que les institutions démocratiques sont des garanties d'une démocratie qui marche, et qu'on peut s'y intéresser. Je voudrais, juste pour finir, pointer 3 choses. C'est la numéro 11, renforcer une voix européenne en termes de diplomatie. On en est très très loin. On a eu une petite étape sur l'Ukraine. On a eu plusieurs choix récents d'aide à l'Ukraine, de soutien un peu comme ça. Et puis, on a essayé d'avoir une voix sur Gaza-Israël. Ça a été un échec total. Et de manière générale, on n'y arrive pas très bien sur cette voie diplomatique. Je trouve que cette proposition-là, elle interroge. Il y a la proposition 12 sur l'éducation, où pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose sur lequel l'Union européenne est censée avoir des compétences. Moi, je dis souvent que je suis peinée que la Charte des droits fondamentaux ne soit pas une obligation à apprendre dans les écoles de tous les pays. Et voilà, là, c'est un des aspects de cette coordination de l'éducation qui est demandée et qui serait intéressante. Et puis, il y a la 14, où on vient de se faire plusieurs grands textes, le pacte d'asile-immigration. Donc, c'est celle qui demande un cadre légal plus efficace pour l'immigration. Donc, c'est un questionnement des jeunes, c'est
c'est une préoccupation logique et légitime, puisque c'est un des enjeux forts du moment. J'avais demandé ce qui étaient les propositions des jeunes. Alors ça ne veut pas dire que c'est forcément une proposition qui irait dans le sens de ce que moi, écolo, je défendrais, mais voilà, et donc c'est bien la preuve qu'il faut que l'Union européenne prenne du temps pour continuer à travailler cette question d'un cadre pour l'immigration. Et selon vous, Sylvie Guillaume, quelle est la valeur politique du projet Your Hope et quel est le message à retenir pour les décideurs européens? Bien, d'abord, merci de votre invitation. Et j'ai un petit désavantage par rapport à Gwendoline, c'est que je suis moins avancée qu'elle depuis l'origine des choses. J'ai d'ailleurs, pour être tout à fait honnête avec vous, raccroché il y a très très peu de temps quand Gwendoline m'a demandé si je pouvais être là ce soir. Donc j'ai un petit désavantage de contenu, mais je vais essayer de compenser par de la spontanéité dans l'échange s'il a lieu. D'ailleurs, je me souvenais que souvent Gwendoline me propose une étude, de commenter une étude, puisqu'on s'est retrouvé ici il n'y a pas si longtemps que ça, sur un sujet très... Non, mais je le dis en riant, mais parce que je faisais l'analogie en repensant à cette salle, c'était ici même, et tu avais, avec tes amis, tes collègues verts, demandé une étude sur la manière dont la France pouvait réagir à un choc autoritaire si elle y était confrontée, et comment les institutions en France pouvaient, à l'instar de certains régimes illibéraux qui se sont créés dans l'Union européenne, comment la France pourrait réagir. Et j'avais déjà commenté des choses que tu avais mis en route. Donc voilà, on fait un fameux duo toutes les deux sur ce sujet. Là, on est sur autre chose, mais j'allais dire que le dispositif, et je vous en remercie, est vraiment très très impressionnant. Tu as eu raison, Gwendoline, de dire que quand la Commission européenne se met à essayer de sonder les jeunes, elle le fait tardivement, un peu contrainte, et avec un phénomène de récolte qui est quand même pas super approprié et pas très très efficace. Mais bon, ça c'est la récolte. Après, le vrai enjeu pour nous, c'est de savoir ce qu'on fait, ce qu'elle fait et ce que nous faisons de cette récolte. Ça. Là, et franchement, voilà, je crois qu'on sans être inutilement désagréable avec les institutions européennes, je m'en voudrais. Quelquefois, voilà, on n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qui est attendu, à la fois dans la spontanéité et dans les réponses. Là, on a vraiment quand même un panel très très important, alors qui n'est pas à proprement parler surprenant. Je tourne autour de votre question, hein, les questions ou les sujets ne sont pas extrêmement surprenants, mais la manière dont ils sont perçus et dont ils sont traduits, là, pour le coup, peuvent nous interroger. Moi, j'ai par exemple été très... sur la valeur de ce travail, j'ai été très intéressée, mais c'est pas étonnant que soit percutée tout de suite la question de la transparence et de l'éthique. Alors, c'est de bonne guerre de parler du Qatargate avec une élue du même groupe que moi, mais en réalité, ce qui est en jeu là, c'est les enjeux de transparence. J'ai beaucoup travaillé dans ce domaine et la transparence, on va pouvoir avoir des règles extrêmement abouties. On en aura d'autres d'ailleurs qui vont continuer d'être élaborées et mises en place dans les futures institutions, dans le futur Parlement européen. Malheureusement, je crois qu'on peut dire que ça n'enlèvera jamais cette parcelle qui peut exister chez certains élus d'avidité et puis de basculement à un moment donné. Donc, ne lâchons pas l'idée que ce travail de transparence, d'avancée, d'éthique est quand même un travail de longue haleine qui est plutôt bien porté dans les institutions européennes. Il y a des moutons noirs, ça existe, mais il y a eu beaucoup de travail là-dessus. J'ai noté aussi, et tu l'as dit tout à l'heure dans les points qui semblaient importants, j'ai noté aussi, alors évidemment, toutes les questions liées au changement climatique et à l'environnement, mais aussi cette dimension... Alors, c'est-à-dire que voie européenne souveraine, on peut avoir un débat sur le côté souverain de l'affaire, mais on peut l'appeler autrement, mais sur le côté diplomatique. Et ça, je crois vraiment que c'est très intéressant que dans les réponses et de cette façon aussi massive, cette question-là soit érigée. Pourquoi ? Parce qu'on a été ces 5 dernières années confrontés à un nombre de crises assez impressionnant. L'avant-dernière d'entre elles, si on considère que Gaza et Israël est une des crises qui percute directement l'Europe, et j'ai tendance à considérer que c'est le cas, l'avant-dernière est quand même une crise
qui est une avancée guerrière de la Russie, qui n'est pas seulement une guerre militaire et territoriale, de conquête territoriale, mais qui est également une attaque directe contre la dimension des droits fondamentaux, de la démocratie dans l'Union européenne. Donc le fait que des jeunes gens s'intéressent à ce sujet, je trouve que c'est très important. Tout à l'heure, quand vous vous interrogez sur les mots pour qualifier l'ambiance, il y avait cette question d'inquiétude. C'est une inquiétude forte, c'est pas une inquiétude qui est localisée avec ceux qui ont connu ou qui ont entendu directement parler de ces phénomènes guerriers, mais aussi une inquiétude de fond sur ce que représente, au-delà de l'aspect territorial et militaire, effectivement une emprise ou une tentative de déstabilisation de l'Union européenne. Et c'est important pour la suite, c'est-à-dire qu'on est quand même à un moment tout à fait majeur où les jeunes gens, les jeunes qui vont nous succéder seront précisément dans un moment tout à fait symbolique. Ensuite, je note, et je vais essayer de ne pas être trop longue sur ce sujet, mais je voulais quand même signaler qu'il y a effectivement une référence assez nette aussi aux questions de l'emploi. Il m'a pas semblé, mais peut-être que j'ai lu trop rapidement, que c'était sous l'angle de l'inquiétude. Peut-être que je me suis trompée, vous me détromperez, mais sur la fluidité, l'accès et la mobilité à l'emploi. Et je trouve que c'est important, parce que d'abord, c'est pas juste sous l'angle de l'inquiétude, mais deuxièmement, en revanche, ce qui peut être troublant, c'est que y a eu des choses qui ont été votées et qui ont été mises en place ces dernières années sur la question de l'emploi et singulièrement de l'emploi des jeunes. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a un manque de lisibilité assez fort. Alors c'est général dans les politiques européennes. On n'est pas réputé pour être très très lisible dans ce qu'on fait, en tout cas pas très très rapidement. Mais là, le fait que, par exemple, la garantie pour la jeunesse, avec le souhait que les jeunes puissent gagner leur vie dignement, la question de l'interdiction des stages non rémunérés, un peu au-delà, la question de tout ce travail sur les travailleurs des plateformes qui sont souvent très en lien avec certains jeunes. Le fait que ça n'apparaisse pas nécessairement, ça, j'ai trouvé ça un petit peu troublant. Mais voilà, c'est peut-être une lecture un petit peu rapide. Et puis voilà, je pense que je vais m'en tenir là sur cette première ébauche de réponse. Et puis on reviendra sans doute sur d'autres sujets. Merci beaucoup, Sylvie Guillaume. On a beaucoup de questions à vous poser ce soir. On va donc accélérer. Christelle Saval, dans votre rapport, vous avez réalisé cet agenda de l'espoir, mais vous avez aussi identifié des idées clivantes qui divisent les citoyens. On peut le voir. Et parmi ces idées clivantes, il y a l'évolution vers une Europe fédérale et le renforcement des pouvoirs et des compétences de l'Union européenne. En tant que présidente d'une association qui milite pour une Europe fédérale, comment interprétez-vous ce résultat ? Alors, rapidement sur les controverses, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de l'avoir fait en avance, c'est parce que ce sont aussi des choses où on n'est pas forcément d'accord. Je suis pas d'accord avec le fait que l'aide à l'Ukraine ce soit une controverse, que les droits LGBT et le droit à l'avortement ce soit des controverses. Mais c'est aussi parce qu'on fait ce genre d'études qu'on sait ensuite qu'il faut pousser sur ces questions-là sur le terrain. Sur le fédéralisme, alors oui, c'est une idée qui divise, mais c'est pas inattendu. On a parlé des institutions. En fait, les institutions, c'est la catégorie numéro 1 sur la plateforme. Donc, comme le disait Madame Delvaux-Sorfield, il y a un intérêt des jeunes pour les institutions parce que les jeunes ont compris que les institutions, c'est la façon de changer les choses. Ça passe par les institutions. Donc, les institutions, c'est très important dans les réformes fédérales, évidemment. Et la santé, la politique étrangère, beaucoup d'idées qui sont dans l'agenda de l'espoir. En fait, ce qu'on a vu avec la société civile, c'est qu'on a besoin d'une réforme des traités, d'une Europe plus fédérale, de plus de pouvoir sur certains points. Et l'Europe fédérale, si on finit à 40-45% de voix positives, je trouve que c'est déjà pas mal. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas loin de la majorité et que ça peut changer et qu'on peut aussi faire changer les choses, nous, activistes sur le terrain. Faut-il rendre l'idée d'une Europe fédérale plus sexy ? Oui, je dis ça souvent. Je dis ça souvent sur la réforme des traités. La réforme des traités, c'est pas sexy, mais c'est à nous de la rendre sexy. Et le fédéralisme, c'est pareil, c'est un mot qui fait peur, surtout en France, c'est pas connu. Et en fait, on aime mieux ce qu'on connaît.
Donc en fait, plus on parle de quelque chose, moins ça fait peur. Et donc c'est aussi ce qu'on fait nous aux Jeunes Européens fédéralistes, c'est parler de ces sujets, expliquer pourquoi on a besoin du fédéralisme, pourquoi on a besoin de mettre en commun certains pouvoirs pour retrouver l'habileté et la possibilité pour nous d'agir sur les problèmes du quotidien et sur les problèmes majeurs auxquels fait face l'Union européenne. Et donc pour moi c'est plutôt un point d'espoir que ça finisse là, parce que c'était pas forcément attendu, étant donné que en fait la consultation est représentative. C'est-à-dire que on a suivi hommes-femmes, l'âge, les pays. Donc en fait, le fait que le fédéralisme soit parmi des controverses, donc 40%, 45% de voix pour, parmi une population qui est représentative, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose sur lequel on peut faire avancer, et on voit qu'il y a un consensus sur plein d'idées qui mènent à l'Europe fédérale. Donc c'est le moment de se bouger et d'aller dans la rue. Merci beaucoup Christelle Saval. Jules Kuhn, en quelques mots, serait-il possible de reproduire ce que vous avez fait avec Your Hope à plus grande échelle, et surtout de stimuler ces dialogues au niveau européen de manière continue et pas seulement avant les élections européennes? Alors, très rapidement, pour laisser aussi le plus de temps aux questions, sur reproduire à plus grande échelle ou alors au niveau de la population générale, pas uniquement les jeunes, oui, c'est tout à fait possible. La plateforme était parfaite pour les jeunes, c'était simple, accessible, il y avait des campagnes de communication sur les réseaux sociaux, mais on peut très bien aussi l'avoir auprès de toute la population. D'ailleurs, en 2019, il y avait une autre initiative qu'on avait menée avec Civico Europa, qui s'appelait We Europeans, et où on avait 10 grandes priorités en amont de 2019. On a eu le même principe, on avait même invité 10 citoyens de 10 pays différents à venir à Bruxelles au Parlement, le présenter aux candidats. Donc oui, c'est tout à fait possible. Sur le côté dialogue continu, côté Make Power, en tant qu'acteur de la participation citoyenne, ce serait un rêve, ou du moins notre ambition, ça serait de fournir des outils qui le permettent. Au niveau européen, la conférence sur l'avenir de l'Europe, on peut dire que c'est un peu le moment où les institutions, notamment côté commission, a appris à marcher au niveau de la participation citoyenne, à regarder, voilà, ils sont tombés un peu, ils ont appris des choses. Ce qui reste à voir maintenant, c'est tous les défis et toutes les conclusions qu'on peut reprendre. C'est justement à la fois le devoir de suite, que justement revenir vers les citoyens, leur expliquer ce qu'a fait l'Union européenne au niveau de ses priorités, ce qu'a déjà fait l'Union européenne, mais qu'elle ne communique pas suffisamment. Et un autre point d'ouverture qui sera très important pour l'avenir, et je crois que les deux députés sont mis d'accord, en tout cas dans leurs propos, elles en ont parlé, c'est que ce type de participation, de consultation au niveau des résultats, comment les institutions européennes et les députés pourront s'en servir dans le cadre de leur travail. Qu'une telle consultation pourrait permettre à co-construire une action, les politiques européennes avec les citoyens, en partant des priorités, ou du moins en répondant qu'il y ait un peu ce jeu de dialogue entre les citoyens et les institutions. Merci beaucoup. Gwendoline Del Bosco-Field, parmi les idées contenues dans l'agenda de l'espoir, laquelle vous semble être la plus urgente, et parmi les idées identifiées comme clivantes, laquelle vous fait réfléchir le plus? Vraiment quelques mots. Alors sur l'agenda de l'espoir, c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est que les 15 propositions, elles sont très complémentaires et très très efficaces, et elles touchent un peu à tout. On l'a dit, l'éducation, c'est pas encore tout à fait ça, ni la santé en termes de compétences européennes, mais c'est évidemment vers ça qu'on devrait aller. Donc je trouve que c'est l'ensemble qui fait très bien. Je pense qu'une qui répond beaucoup à la jeunesse et qui serait très utile, et en termes écolo, et en termes social, et en termes de mieux connaître et d'aimer cette Europe, c'est de développer un rail accessible et efficace partout, ce qui est aujourd'hui peut-être la 150e priorité de la plupart de mes collègues et de la Commission. Donc voilà, si on pouvait insister un peu sur ça là, parce que c'est vrai que pouvoir continuer à parcourir l'Europe en train, à mon avis, ça reste ce qu'il y a de mieux aujourd'hui pour se connaître entre Européens. Et encore une fois, en plus, en termes écolo et social, ça serait très utile. Sur les clivantes, il y aurait beaucoup à dire. Il
Il y en a qui sont pas très étonnantes. Moi, je suis pas très étonnée pour le soutien à l'Ukraine, parce que c'est déstabilisant aussi, cette idée de on va rentrer en guerre dans l'Ukraine, ça va impliquer plus peut-être les jeunes, etc. Je suis pas très étonnée sur évidemment les questions fédérales, comme tu disais, 40% c'est déjà beaucoup. Je suis pas très étonnée malheureusement sur par exemple, moi ça me choque qu'on ne veuille pas arrêter l'avion plus qu'il ne l'est aujourd'hui en tant qu'écolo, mais je suis pas très étonnée non plus. Je pense que et je suis même pas très étonnée sur les droits sexuels et reproductifs et les droits LGBTQA, puisque c'est une part de mes grandes bagarres, et d'ailleurs Sylvie et moi là-dessus, on vient des mêmes comités, et c'est nos batailles régulières, et on sait à quel point effectivement il y a de l'opposition là-dessus. Je pense que celle qui interroge énormément et qui pose vraiment problème, c'est la numéro 12. Voilà, le fait que les jeunes d'aujourd'hui puissent dire qu'ils veulent que les valeurs chrétiennes redeviennent un élément prioritaire de la discussion européenne, oui, alors en plus dans un pays où on promet 33 députés au Rassemblement national aux prochaines élections, ça m'interroge beaucoup. Par ailleurs, moi j'ai un de mes grands rôles durant ce mandat, ça a été de travailler sur la question hongroise et la situation en Hongrie, et c'est vrai que c'est tout à fait l'agenda de Viktor Orban, de ramener au cœur de l'Europe et de dire que l'Europe n'est qu'un espace de valeurs chrétiennes. Et ça, je pense qu'il faut que ça nous alerte très fortement. Je suis à peu près convaincue qu'il y a 10 ans en arrière, les jeunes n'auraient pas fait cette proposition-là. Merci beaucoup, Gwendoline Boscofield. Même question pour vous, Sylvie Guillaume. J'allais vous dire même réponse d'une certaine manière. Non, mais je partage mon inquiétude. Je l'avais noté dans les controverses sur la 12e. Mais j'aurais pu aussi indiquer, parce que c'est un peu mon dada aussi, sur la question de la réforme en profondeur de la politique migratoire mondiale de l'Union. Alors, politique migratoire mondiale de l'Union, je sais pas trop, mais bon, parce que je sais pas très bien comment prendre cette controverse-là. Et puis, pour répondre plus rapidement que ma précédente réponse, j'ai bien compris que j'avais été un peu longue. Donc, je dirais que après tout, s'il y a des controverses, c'est pas bien grave, parce que justement, notre boulot, le boulot des ONG, ceux qui sont vraiment convaincus sur ces questions européennes, s'il y a des controverses, on débat, et puis on fait preuve de conviction, puis on voit à un moment donné, il y a le suffrage universel tranche, et puis ces convictions ou ces controverses, elles sont tranchées aussi sous cet angle-là. Donc je reviens pas plus sur les controverses. Parmi ces controverses, laquelle vous fait réfléchir le plus? Je vous l'ai dit, sur la 12e. La 12e, oui, okay. Oui. Toujours, oui, depuis 5 minutes, toujours. En fait, pardon. Pour revenir par contre, sur les adhésions, je serais assez tentée, effectivement. Je veux juste réagir sur ce que vient d'indiquer, ce qu'a répondu Gwendoline, parce que tu réponds notamment sur la question du rail accessible. Je suis d'accord avec toi, mais je vais vous dire le fond de ma pensée. Quand ça se traduit, par exemple, dans l'Union européenne, avec la Commission, pardon si ça en choque certains, pour ceux qui connaissent, mais si ça se traduit par exemple sur la question de l'accès au rail avec Access EU, qui est 30 000 jeunes de 18 à 30 ans qui gagnent un voyage dans l'Union européenne sans qu'il y ait le moindre aspect éducatif, et c'est ça la réponse pour promotionner le rail, la mobilité et la jeunesse, moi je trouve ça quand même un peu space, pour ne pas dire plus. Je trouve ça un peu de l'argent qui pourrait être consacré à développer Erasmus+, à faire effectivement de la promotion, mais réelle sur le rail et la mobilité. Là, je trouve que ce côté de tirage au sort, tu gagnes un voyage en train, pas absolument l'idée que je me fais d'une proposition correcte. Voilà. Un grand merci Sylvie Guillaume, un grand merci à nos invités. Maintenant, avant de passer la parole au public, je passe la parole à Alexandre Godonez, président des Jeunes Européens de Strasbourg, un partenaire précieux de notre association avec lequel nous essayons de mobiliser et faire participer les citoyens strasbourgeois tout au long de l'année. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathéo. Merci beaucoup de me recevoir, mesdames les parlementaires, chers Christelle, cher Jules. Bon, excusez-moi d'être arrivé un petit peu en retard, je suis retenu par d'autres obligations. Je vais vous proposer peut-être un petit pas de côté, mais qui sera complémentaire et pas concurrent justement du travail de plaidoyer et de formation d'un avis citoyen qui est mené au niveau européen par les jeunes européens fédéralistes et par MEC.org.
voilà, nous, en France, donc on est aussi des sections membres des Jeunes Européens fédéralistes du mouvement international, on a décidé de mener une campagne qui s'inspire de tout ça et qui s'appelle l'Europe pour de bon. L'Europe pour de bon, c'est une campagne qui est mise en œuvre par les 50 sections du mouvement européen France, par les 22 sections des Jeunes Européens France, par l'Union des fédéralistes européens, et qui vise principalement à dire une chose, c'est qu'il faut voter, voter, voter. Il faut voter parce que on l'a vu, voilà, il y a des choses qui apportent à la controverse. Nous, on est aussi des mouvements qui ont une histoire. L'histoire qu'on défend, nous, c'est celle du fédéralisme, et c'est l'une des options que l'on défend. Quelle forme concrète est-ce que ça prend ? C'est pas uniquement des grandes idées abstraites, c'est aussi des propositions d'amélioration institutionnelle très concrètes. Parmi celles-ci, il y a notamment la fin de l'immunité, la fin de l'unanimité, au Conseil. Là-dessus, ce qui veut peut-être dire quelque chose. La fin de l'unanimité au Conseil. Il y a également la question de l'initiative législative pour les parlementaires. Voilà, ça c'est des réformes qui sont des manières essentielles d'avancer vers les élections européennes. Or, c'est des réformes qui sont déjà aujourd'hui la position officielle du Parlement européen, puisqu'elles font partie du rapport qui a été voté en novembre dernier. Et donc, pour que le Parlement européen soit fort, que le Parlement européen puisse mener le bras de fer face au Conseil, parce qu'il s'agit réellement d'un bras de fer, le Conseil va freiner des quatre fers pour ne pas perdre les pouvoirs qu'il a, il va falloir que le Parlement soit soutenu le plus largement possible par les citoyens, c'est-à-dire il faut faire reculer l'abstention, il faut donner une majorité à des partis pro-européens, à des partis qui soutiennent l'approfondissement institutionnel de l'Union. Et donc ça, c'est le rôle qu'on s'est donné à nous, les sections locales du mouvement et des Jeunes Européens en France. Et donc pour ce faire, on a créé cette campagne qui s'appelle l'Europe pour de bon, et donc qui est une grande campagne de terrain. On va vraiment battre campagne au premier sens du terme, auprès de tous les publics, des publics les plus sensibilisés aux publics les moins sensibilisés, à la fois pour expliquer comment voter, à la fois expliquer pourquoi voter. Cette campagne, elle a plusieurs aspects, mais il y a notamment cet objet qui en est un des objets un petit peu totémiques, qui est un journal dystopique qui s'intitule Le Monde sans l'Europe, donc qui est inspiré du journal du Monde, et donc qui explique les conséquences possibles d'une disparition de l'Union européenne suite à une majorité anti-européenne le 9 juin prochain. Donc c'est un objet qui a beaucoup fait réagir parmi toutes les personnes qui l'ont eu entre les mains. Et donc voilà, moi je peux vous encourager à vous renseigner sur cette campagne. On a quelques exemplaires imprimés, il est aussi disponible en ligne. Et voilà, je vous appelle aussi tous, si vous croyez en les idées qu'on défend en commun, si vous pensez qu'il est possible de faire reculer l'abstention, je vous appelle à mener campagne avec nous. Il nous reste 6 semaines jusqu'au scrutin et on compte bien les utiliser pour faire campagne à fond et refaire passer la participation en France au-dessus des 50%. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous parler. On est assis devant, donc on peut discuter à la fin sur les manières de s'impliquer dans cette campagne. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et je souhaite sincèrement vous voir sur le terrain avec nous.